Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, c'est notre semaine de courrier de l'œil ou derrière les clichés. C'est la semaine où je réponds à vos questions, j'amène des sujets, je parle de choses que j'ai envie de parler, mais surtout, le but de cette émission, c'est de répondre aux questions que vous me faites parvenir par Internet. Cette semaine, la première question qui est revenue assez souvent, c'est: en photographie, est-ce que je devrais prendre des cours ou on est capable de tout trouver sur YouTube? Je vous dirais qu'on trouve beaucoup de choses sur YouTube, mais souvent la problématique avec YouTube, c'est qu'on a une chose et son contraire. Fait que quand vous débutez, je vous dirais que la meilleure des choses, c'est vraiment de prendre un cours. Est-ce que de prendre un cours privé? Non. Prenez des cours de groupe, des petits groupes, comme ça, vous allez pouvoir parler, poser des questions plutôt. Parce qu'on s'entend que, oui, vous allez trouver des choses sur YouTube, mais si vous avez des questions à poser, ça devient plus compliqué. Vous devez écrire à la personne qui a fait le vidéo, qui, une fois sur 5, va vous répondre, une fois sur 10, et des fois, pas du tout. Fait que moi, ce que je vous dirais, à la base, prenez un cours de photographie de groupe, 6, et vous allez apprendre comme il faut la base de la photographie. Parce que c'est toujours plus agréable de commencer du bon pied que de commencer un peu n'importe comment et, en définitive, de perdre son temps. Je pense que c'est comme n'importe quoi, il faut apprendre la base, une base solide. Moi, comme je disais à mes étudiants, comme en ski. En ski, on apprend à tourner à droite, à gauche, freiner, puis après ça, on va s'amuser. C'est un peu le même principe avec la photographie. Par contre, vous allez découvrir avec le temps des photographes, des YouTubers photographes qui donnent de l'excellent matériel. Le truc là-dedans, c'est on fouille, on picasse un peu, puis à un moment donné, suivez la même personne. Allez sur son site, les bons YouTubers photographes sont bons. C'est ceux qui vous diront pas tous leurs secrets, mais ils vont vous en donner assez pour pouvoir avoir une bonne base et vous allez pouvoir éclater votre photographie à travers leurs expériences à eux. Je vous dirais que par la suite, là, quand vous avez une bonne base solide, ça vaut la peine de faire des workshops, des classes de maître. C'est-à-dire d'aller avec des professionnels sur le terrain. Ça peut être une journée, ça peut être une semaine complète, mais à ce moment-là, ça vaut la peine parce que vous connaissez votre caméra, vous connaissez les bases de la photographie, puis là, vous allez pousser ça un cran plus loin. Ce qui est important à ce moment-là, par contre, c'est de trouver la bonne personne. On fait ça comment, la bonne personne? Souvent, ces gens-là, sur leur site, ils ont déjà des cours, c'est-à-dire des vidéos, soit gratuits, soit payants. Moi, je vous dirais qu'avant de partir une couple de journées avec quelqu'un, allez voir la façon qu'il enseigne, parce que c'est pas toujours évident. Connaître la photographie, l'enseigner, ça peut être deux mondes. On peut être très bon photographe, mais on n'est pas très bon enseignant. Fait que ça vaut la peine d'aller voir, est-ce que ça me rejoint? Puis la personnalité du photographe aussi. Moi, j'ai une personnalité qui est distincte. Je suis pas le gars académique, je suis pas le gars qui fonctionne à la virgule près. Fait qu'il faut être habitué à moi. On va avoir du plaisir, mais ça se fera pas comme si on était à l'école. J'ai une autre façon d'enseigner qui est peut-être plus terre-à-terre, moins cartésienne. Par contre, c'est ma façon d'enseigner, c'est comme ça que je le sens, puis c'est comme ça que je le donne. Fait que pour répondre à la question, oui, prenez un cours et oui, on peut aller sur YouTube chercher des choses aussi. Une autre chose qui revient souvent, excusez-moi, c'est on me pose la question genre, écoutez, je maîtrise Lightroom puis tout ça, puis là, il y a beaucoup de gens qui me disent, ça serait bon que j'apprenne Photoshop. Est-ce que c'est nécessaire d'apprendre Photoshop? Bien, moi, je vous dirais que je suis un peu mal placé parce que je l'ai fait à l'envers. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec ces programmes-là. Je vous dirais que j'ai travaillé avec Photoshop 1. Fait que ça nous recule de quelques années. À ce moment-là, Lightroom n'existait pas. Fait que moi, c'est sûr qu'à ma base, le noyau de mon travail se fait sur Photoshop. Oui, j'utilise Lightroom, mais j'utilise Lightroom pour préparer mes photos pour Photoshop. À répondre à la question, est-ce que c'est nécessaire? C'est comme n'importe quoi. Ça dépend de jusqu'où vous voulez amener votre photo en développement. Je vous dirais que Lightroom, c'est le petit frère de Photoshop. Pour certaines personnes et pour les besoins de certains, Lightroom, ça va tout combler. Mais il faut comprendre que dans Photoshop,
il y a Lightroom, qu'on appelle Camera Raw. Fait que donc, si vous apprenez avec Photoshop, non seulement vous allez apprendre ce qu'il y a dans Lightroom, mais vous allez aussi apprendre comment pousser ça beaucoup plus loin. Il y a une chose aussi qui revient, je fais un aparté, c'est qu'on me dit c'est quoi la différence entre Lightroom CC et classique. CC, c'est qu'à un moment donné, la compagnie Adobe qui fait Lightroom a décidé de faire ça à travers l'Internet, c'est-à-dire le cloud. De là le C. L'autre C, je ne me souviens pas pourquoi, mais le dernier C, c'est pour cloud. Donc, la façon que le logiciel fonctionne, c'est qu'il faut toujours se brancher sur Internet pour pouvoir avoir accès, à Lightroom. Pour moi, c'est compliqué pour rien. Moi, si je suis à l'autre bout du monde, je ne vais pas être obligé d'avoir Internet pour pouvoir avoir accès à mon logiciel. Donc, pour moi, la version classique de Lightroom, c'est celle qu'on vendait avant. Tu l'as dans ton ordinateur, tu mets ton numéro de série, ça s'arrête là. C'est sûr que pour les autres personnes qui prennent cloud, il y a certains avantages. Le premier avantage, c'est que tes updates se font automatiquement, tu as toujours le dernier cri. Autre chose que Adobe est en train de développer, c'est le côté intelligence artificielle. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus on va essayer d'intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de ces logiciels-là pour faire une correction d'image. Je m'explique. Prenez votre image, vous l'ouvrez dans Lightroom Cloud. Cette image-là est envoyée dans les serveurs d'Adobe qui, eux autres, vont faire une analyse. Fait que là, on est loin de ton petit ordinateur de bureau qui analyse la photo puis qui donne des choix. Parce que vous savez qu'on peut arranger une photo automatiquement avec ce logiciel-là. C'est sûr que les serveurs chez Adobe sont beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants. Tranquillement, pas vite, on va installer l'intelligence artificielle. Ce que ce logiciel va être capable de faire, c'est de regarder toute la banque de photos qu'Adobe possède, qui ressemblent à votre photo, et voir les correctifs qu'on a apportés à ces photos-là et les mettre sur votre photo, les apporter sur votre photo. Moi, je vous dirais que pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça parce que je le fais moi-même, je le maîtrise quand même assez bien. Puis deux, juste le fait de toujours être obligé d'être branché sur Internet pour pouvoir travailler mes photos, c'est pas assez pour moi pour que je me branche, ça ne vaut pas la peine. Fait que pour moi, personnellement, je commence avec la version classique. Je prépare mes photos. On parle d'un RAW ici, on ne parle pas d'un JPEG. Pour faire une histoire courte, le RAW, c'est comme un négatif digital. Le JPEG, c'est une photo finie. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qu'on doit absolument travailler, le RAW, à travers Lightroom et Photoshop dans mon cas. On peut le travailler tout simplement avec Lightroom et faire une photo en bout de ligne sans problème. Fait que pour moi, début Lightroom, transfère ça dans Photoshop. Pourquoi Photoshop? Parce que Photoshop, c'est un outil qui est beaucoup plus puissant. C'est sûr que c'est plus difficile, ça demande plus de pratique, ça demande plus d'études, parce qu'il y a mille et une façons de faire les choses dans Photoshop qui vont vous mener exactement au même point. C'est ce qui fait qu'on peut développer notre style aussi. La beauté de Photoshop, c'est qu'on peut travailler avec des calques, donc des étages différents quand on fait des choses sur une photo. On peut travailler avec des masques, on peut travailler avec plusieurs choses qui n'abîment pas la photo, parce que la vraie photo est comme en dessous, puis on rajoute des étapes tranquillement de transformation, et à la fin du procédé, on ramène tout ça ensemble pour faire notre photo finale. Le côté qui est très, très le fun, c'est que si vous n'écrasez pas votre photo à la fin, vous pouvez toujours revenir en arrière et changer que des petits changements que vous avez apportés ici et là, et non l'ensemble de la photo. Du côté de Lightroom, ce qui est le fun, c'est que quand vous travaillez une photo, le format reste toujours en RAW. Il va toujours rester RAW et on va créer un autre petit fichier qui, somme toute, c'est une liste des choses que vous avez faites sur cette photo-là. Donc, le fichier principal n'est jamais touché. Tout ce que vous avez, c'est votre fichier plus les changements apportés à celui-ci. Fait que si vous décidez du jour au lendemain que ça ne fait pas votre affaire, vous prenez le petit fichier, il s'en va, on revient au RAW exactement comme il était et on recommence. Fait que je vous dirais, les deux ont leur avantage, mais la force des deux, c'est qu'ils sont faits par la même compagnie, puis on peut intégrer un dans l'autre. Il y a une question aussi qui m'est revenue, qui me revient soit par Internet
ou quand je donne des cours, c'est quelle lentille je devrais m'acheter. Ça, c'est un petit peu compliqué parce que la première des choses que je dois savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez faire comme photographie. Par contre, il y a des gens qui me disent, écoute, j'ai un petit budget, je viens d'acheter un boîtier, tu me conseilles quoi comme objectif, comme premier objectif? Bien, je vous dirais que c'est celui-ci. C'est vraiment le mal-aimé, celui qu'on prend et qu'on laisse dans notre sac, c'est-à-dire le 50 mm. Cette lentille-là, qu'elle soit de Nikon, qu'elle soit de Canon, qu'elle soit de Sony, ça reste et ça demeure une des meilleures lentilles sur le marché. Le rapport qualité-prix est phénoménal. J'aimerais vous montrer des photos qu'on voit à l'écran présentement pour vous montrer que les gens qui aiment le bokeh, c'est les petits ronds qu'on voit à l'arrière là, ça reste une des meilleures lentilles pour faire ça. C'est ça aussi qui fait la différence entre une lentille ordinaire et une lentille professionnelle. Quand vous voyez le flou artistique en arrière, que ce soit les rondelles, plus c'est rond, plus ça vous indique que la lentille est de qualité. Ce qui fait que c'est rond, c'est les blades, ce qui ouvrent puis qui ferment les... je trouve pas le terme, là, les choses en métal qui ouvrent puis qui ferment dans une lentille puis laissez passer l'air. Plus il y en a, plus le cercle est rond, plus l'image est belle pour le bokeh. Cette lentille-là aussi ouvre à 1.8, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette lentille-là dans des conditions où il n'y a presque pas de lumière à main levée. Elle laisse rentrer beaucoup, beaucoup de lumière. Fait que, aussi, cette lentille-là, quand on la met sur un appareil qui est DX, il ne faut pas oublier qu'il y a le facteur 1,5 qu'on doit ajouter. Donc, ma 50 devient une 75. Une 75 mm, c'est une très bonne lentille pour faire du portrait. La précision de cette lentille-là, qui est une lentille fixe, elle est superbe. Le piqué de cette lentille-là est superbe. Le fait qu'elle ouvre à 1.8 vous permet aussi de mettre le focus sur le sujet principal et de mettre tout ce qui est alentour flou. Fait que quand vous voyez des photos comme celle-ci, quand vous voyez des photos puis l'arrière-plan est tout flou, ça prend des lentilles avec une grande ouverture qui laisse rentrer beaucoup de lumière. La chose qui aide aussi avec une lentille comme ça, c'est que, comme vous pouvez voir, ça ne prend pas de place et c'est le prix. Pour une lentille qui est aussi bonne, qui est aussi précise dans son focus, dans son piqué, c'est environ 150 $. Fait qu'on s'entend qu'aujourd'hui, une lentille de 150 $, on n'en trouve à peu près pas, même pas usagée. Fait que c'est le genre de lentille aussi qui est capable d'en prendre. C'est des lentilles qui sont solides, qui sont très bien faites, puis qui ne prennent pas de place dans un sac. Fait que, rapport qualité-prix, je vous dirais, vous achetez un bon boîtier pour commencer. Quand vous commencez en photo, mettez plus d'argent sur un boîtier. Puis pour débuter, excusez-moi, comme lentille, prenez une 50cc, c'est un bon couple pour partir. Bon boîtier, bonne lentille pour partir. L'autre avantage d'avoir une lentille fixe comme ça, c'est que ça a le meilleur focus au monde, c'est vos jambes. Vous allez apprendre à vous déplacer pour aller chercher, cadrer, vous rapprocher. Et quand on fait la photo, on a tendance à toujours être loin. Puis moi, j'avais un professeur qui me disait toujours, 3 règles en photo, rapproche-toi, rapproche-toi, rapproche-toi. Avec une lentille comme ça, vous allez être capable de le faire. Vous allez apprendre à être près des gens, près des situations. Ça peut aussi servir pour le paysage. C'est pas la meilleure pour le paysage, mais ça dépanne. L'avantage que vous allez avoir, par contre, c'est qu'avec une lentille d'une précision comme ça, tout va être pas mal en focus. Si vous ouvrez à peu près à F11, F16, votre paysage va être en parfait focus. Une question aussi qui revient quand même assez souvent, c'est est-ce que ça vaut la peine d'apprendre le mode manuel? Ça me fait sourire un petit peu parce que le mode manuel, là, les gens disent ça comme si c'était terrible. Il n'y a rien de plus facile que d'apprendre la photo manuelle. C'est rien de compliqué. On est tellement habitué de tout mettre sur automatique qu'on oublie que lorsqu'on a acheté une photo, c'est qu'on voulait faire de la photo, pas l'appareil, parce que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que si vous prenez un appareil puis vous le mettez en mode automatique, c'est l'appareil qui prend toutes les décisions. Et quand je dis toutes les décisions, c'est toutes les décisions.
La beauté de faire de la photo, c'est d'être capable de manipuler les choses comme on les veut. Si on décide que notre style de photo requiert un peu plus de lumière ou moins, c'est nous autres qui décident ça. L'appareil aussi, en mode automatique, ne voit pas vraiment les choses qui bougent. Parce qu'une chose qui ne bouge pas, c'est pas très dur à photographier. Mais un sujet qui est en mouvement, c'est d'autres choses. Fait que c'est sûr qu'il y a des modes ouverture, il y a des modes vitesse qui sont déjà mieux que les modes automatiques. Si vous voulez vraiment vous améliorer tout doucement, vous passez au mode ouverture ou mode automatique. Vous allez choisir quelle profondeur, quelle lumière vous voulez laisser rentrer ou à quelle vitesse vous voulez photographier quelque chose. Quelque chose qui court, si vous voulez le fixer, vous allez utiliser une vitesse. Si vous voulez le mettre un petit peu plus flou, vous allez en choisir une autre. Mais là, vous devenez maître de vos photographies. Fait que pour moi, le but de tout ça, c'est vraiment d'amener ça en mode manuel. Puis en mode manuel, c'est pas si compliqué que ça. La chose la plus facile à apprendre, c'est vraiment le triangle de la lumière ou le triangle de l'exposition. Ici, on va vous le mettre à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a 3 choses fondamentales dans une exposition. La première, c'est la vitesse d'obturation, la sensibilité ou les ISO. Puis après ça, bien, c'est évidemment l'ouverture de votre diaphragme. Ce qui va faire qu'il faut comprendre la relation entre ces 3 choses-là, que si vous en changez un, il faut absolument changer un des 2 autres. C'est-à-dire que si je veux faire entrer plus de lumière, j'ai 2 choix. Soit que je vais ouvrir un peu plus mon diaphragme pour laisser rentrer plus de lumière, ou je vais aider la sensibilité en augmentant les ISO. Donc, excusez-moi, l'ISO va faire que je vais pouvoir prendre une autre vitesse. Une fois qu'on a compris ce principe-là, le reste manuel, c'est facile. Parce qu'on apprend que la lumière ne change pas. Si je prends une photo à 11h15, à 11h30, c'est la même lumière. Fait que vous allez apprendre à connaître les 3 choses fondamentales de la photo et de les appliquer. Une fois que vous avez votre lumière, vous faites des tests comme n'importe qui. N'importe quoi, on apprend, on shoot, on regarde en arrière, on balance avec l'histogramme, on revient. Une fois que tout est correct, qu'on a notre lumière, on s'en occupe plus. Tout ce qui reste à faire, c'est de faire de la photo. Tandis que le problème, quand on est en mode automatique, c'est que l'appareil va décider. Des fois, juste le fait de prendre votre objectif et de le changer d'endroit, de fixer d'autres choses ou de pointer d'autres choses, lui, il va voir les choses différemment parce qu'il prend la lumière qui réfléchit vers lui. Fait que si vous avez un sujet qui est plus sombre là, plus clair là, c'est comme si c'était des photos faites à différentes heures, à différentes journées. Fait que si vous faites une séquence de photos pour un reportage, bien là, vous allez avoir tous des éclairages un peu différents. Ça ne fait pas tellement professionnel. Fait que je vous dirais que oui, ça vaut la peine, puis c'est pas si compliqué que ça. Les gens, je pense qu'ils... je ne sais pas s'ils mettent pas le temps, mais une fois que vous allez maîtriser ça, vous allez maîtriser une grosse partie de la photographie parce que c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez prendre les décisions, puis en bout de ligne, c'est que vous allez faire les photos vraiment comme vous voulez les faire. On parle aussi d'équipement. Cette semaine, j'ai amené un sac ici d'équipement qui est un peu différent des autres sacs. Je m'explique. Il y a 1001 sacs maintenant pour amener votre équipement. Celui-ci, je l'ai amené parce que c'est mon sac spécial. C'est mon sac que je prends quand je voyage. Parce que vous savez maintenant, il y a beaucoup de contraintes sur les avions. Ils s'en viennent de plus en plus durs. Ils mesurent votre sac. Il y a certains endroits aussi en Europe qu'il faut absolument le mettre dans une boîte. S'ils ne rentrent pas dans la boîte, ils ne veulent pas que vous l'ameniez dans l'avion puis le mettre au-dessus de la tête. C'est un paquet de troubles. La difficulté de trouver des bons sacs pour ça, c'est qu'on doit être capable d'amener, dans mon cas surtout, des longues lentilles. Moi, quand je vais faire de la photo, j'ai une 200-500 et ça ne fait pas dans tous les sacs. Fait que ce sac-là, c'est le Think Tank pour le Paul Lemay qui est fait spécialement pour les aéroports. Je pense que son nom, c'est Airport Essential. La beauté de ce sac-là, c'est qu'il était vraiment conçu que pour l'aéroport.
Les gens derrière ça, de toute façon, c'est une excellente compagnie en partant. C'est dispendieux. Je vous le dis tout de suite à la maison, là, je pense que c'est à peu près 350 un sac comme ça. Par contre, il est homologué partout dans le monde, même les petits vols. Parce que souvent, les grosses compagnies aériennes, il n'y a aucun problème pour amener les sacs, sauf quand vous allez prendre des petits vols. C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer, là, mais quand vous allez prendre des petits vols entre des villes et des choses comme ça, c'est des petits avions, ils ont moins de place au-dessus de la tête pour mettre les bagages à main, ça peut devenir très compliqué. Ce sac-là, ce que j'aime le plus, c'est les matériaux qui ont pris pour le faire sont extraordinaires. Ça prend pas l'eau, ça déchire pas, c'est solide. Et en plus, c'est qu'ils ont un système de fermeture éclair qui brise jamais. Ça vient pas raide, on n'a pas de problème avec ça. Fait que grosso modo, je vais vous le montrer. C'est qu'ici, la première partie sur le dessus, c'est fait pour qu'on puisse rentrer un laptop jusqu'à 15 pouces en dessous. On a une autre pochette ici qui nous permet d'amener un iPad, si jamais fonctionnait avec les deux, sans problème. Ici, c'est plein de petites poches que vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez comme équipement de photo. C'est sûr qu'il y a toujours une question de poids, fait que faites attention quand vous remplissez votre sac. L'autre affaire qui est super bien faite et super bien pensée, c'est qu'on a pensé de mettre ici une autre poignée. Parce qu'on s'entend que c'est pas toujours évident de se promener comme ça. Et quand on veut le placer, fait que d'avoir une poignée ici, je trouve que c'est un plus. L'affaire aussi qu'ils ont super bien pensé, puis je pense que c'est le seul sac qui est doté de ça, c'est d'un système de sécurité comme ça qui se barre. Ce que ça vous permet de faire, c'est quand vous faites de la photo à l'extérieur, vous n'avez pas besoin d'être en voyage pour ça. Des fois, vous faites de la photo, vous vous déplacez un peu, votre sac de photo, il est rendu une cinquantaine de pieds de vous, puis vous n'en avez même pas rendu compte parce que vous photographiez, vous avancez tranquillement. C'est que lui, vous pouvez le prendre, le mettre après un arbre, le barrer après n'importe quoi et de rebarrer le sac à travers les fermetures éclair ici. Fait que vous pouvez tout barrer ça en même temps. Ce qu'il va faire, c'est sûr que si quelqu'un a des pinces puis tout ça, il va être capable de partir avec votre sac, mais on s'entend que la plupart des gens, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir un sac qui traîne, entre guillemets, et ils vont partir avec. Tandis que là, il est bien attaché, c'est quand même un câble qui est dur. Et vous allez pouvoir aussi, par le fait même, en mettant les fermetures éclair ensemble, barrer votre sac. Il n'y a pas personne qui va être capable de l'ouvrir et aller à l'intérieur de votre sac. Parlant d'aller à l'intérieur, on va l'ouvrir justement. Ici, ce sac-là, il est vraiment fait pour les longues lentilles. Ici, si j'enlève ça ici, parce qu'on peut mettre les séparations où on veut, comme vous pouvez voir, je peux facilement mettre mon boîtier ici. On va y aller avec l'autre caméra. Facilement mon boîtier ici et ma longue lentille ici. Fait que ça va être parfait. Ça nous permet de mettre plusieurs lentilles ici. Et la seule chose que je vous dirais que j'aime plus ou moins de ce sac-là, c'est que c'est pas tellement épais. Quand vous achetez les autres sacs de la compagnie, ces choses-là sont un petit peu plus épaisses. Fait qu'il faut faire attention pour pas que les lentilles se cognent. En théorie, la façon que vous allez placer vos choses vont faire que ça va être correct. C'est juste qu'il faut faire attention au mouvement. L'autre beau côté de ça, c'est que vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Ce sac-là est fait que n'importe quelle configuration va faire l'affaire. Fait que moi, ce que je vous dis, à la maison, pratiquez-vous avant de partir en voyage, voir comment tout rentrer les choses, la façon de les disposer. Vous avez d'autres sacs ici. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit à travers. Fait qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans. En ayant un sac comme ça, vous allez pouvoir amener le maximum de choses avec vous en voyage sans aucun problème. Si jamais vous avez besoin d'autres informations, bien, vous pouvez me faire parvenir des questions au même endroit à info@jfbaudry.ca, ça va me faire plaisir d'y répondre. Comme dernière question, les gens me demandent toujours comment ça se fait qu'une lentille, mettons, de 80 jusqu'à 200 va coûter 1 000 $, puis une lentille 12-24 va coûter beaucoup plus cher. Ce qu'il faut comprendre dans les lentilles et ce qui fait souvent la différence,
c'est la qualité, du verre. L'autre chose, c'est l'ouverture. Plus vous allez acheter une lentille qui ouvre grand, c'est-à-dire qui laisse rentrer beaucoup de lumière, plus vous allez payer cher. Je vais vous donner l'exemple chez Nikon. Chez Nikon, une lentille 70-200 ou 80-200, ça coûte environ 1 000 $ ou une 28, je vais y aller avec ce que j'ai, une 28-300 va vous coûter environ 1 000-1 200 $. Par contre, si vous achetez une 24-70, c'est 2 500 $. Puis là, tu dis, voyons, bien là, il y en a une qui part de 80 qui va jusqu'à 200, puis l'autre de 24 seulement jusqu'à 70. La grosse différence, c'est que votre lentille de 80 à 200 va ouvrir à 3,8 quand elle est au minimum de 80 et à 5,6 quand vous allez être à 300 ou à 200 dans ce cas-ci. La différence, c'est que la lentille 24-70, elle va ouvrir à 2,8. Ça veut dire qu'elle va laisser rentrer beaucoup de lumière. Quand tu laisses rentrer beaucoup de lumière, tout est plus facile pour ta caméra. Tout est plus facile pour ton autofocus. Tout est plus facile pour ta profondeur. Tout est plus facile quand il n'y a pas beaucoup de lumière. De là, la différence. Fait qu'il ne faut pas comparer ce que ça couvre comme distance ou comme largeur, tout ça, quand on a... C'est deux choses vraiment différentes. Fait que c'est pas pour rien que c'est plus cher. C'est vraiment des lentilles professionnelles. C'est des lentilles souvent aussi qui sont plus robustes. On s'entend qu'une 24-70, sans vouloir l'échapper, être capable d'en prendre un petit peu plus qu'une lentille comme ça. Il y a moins de plastique, il y a plus de verre, il y a plus de métal. Fait que ça vaut vraiment la peine. Au début, c'est très cher. Fait que moi, ce que je vous conseille, quand vous voulez changer de lentille, de passer d'un à l'autre, allez vers l'usager. Ça vaut la peine, l'usager. Vous allez trouver beaucoup de choses sur le marché, puis vous allez être très satisfait du rendement. Fait que j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Et puis, bien, on va se reprendre. Fait que gênez-vous pas pour m'envoyer des questions ici, que ce soit de n'importe quel ordre. Je vais en choisir, puis je vais vous répondre sans problème à la télévision, à l'émission. Fait que faites-moi-en parvenir, puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.